Pendant près d'un siècle, 3 pays se sont partagés le monde de l'automobile: l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. De ce triangle sont sortis les noms qui ont défini la manière dont la planète se déplace: Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford, Honda, BMW. Ce n'étaient pas de simples entreprises, c'était la fierté de nations entières, l'ossature industrielle de continents. En 3 ans, ce fut un véritable bain de sang. Mercedes a vu son bénéfice net fondre de 28%. Porsche a perdu 92% de son résultat en une seule année. Stellantis, la maison mère de Jeep, Peugeot et Fiat, a enregistré une perte de 26 milliards de dollars américains, la plus importante de son histoire. Volkswagen a annoncé la suppression de 50 000 emplois. Derrière chacun de ces séismes, un seul nom revient: BYD. Une entreprise qui, jusqu'en 2003, ne produisait que de simples piles rechargeables. À l'époque, imaginer qu'elle puisse un jour rivaliser avec Tesla faisait littéralement rire Elon Musk. Beaucoup se souviennent de la vidéo. Aujourd'hui, il ne rit plus. BYD vend plus de voitures électriques que toute autre marque sur la planète. Comment un petit atelier de piles a-t-il pu mettre toute l'industrie automobile mondiale à genoux en moins de 10 ans? Et surtout, pourquoi personne ne parle vraiment de ce qui se joue en coulisses? Car, derrière ce succès fulgurant se cache une réalité bien plus complexe, une révélation qui pourrait changer votre perception de l'industrie automobile. C'est précisément pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour parler de ce que la plupart des commentateurs occidentaux interprètent mal, parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Asie. L'erreur classique, quand on parle de BYD, c'est de croire qu'il s'agit d'une histoire chinoise qui se joue uniquement en Chine. Ce serait déjà une très mauvaise nouvelle pour Mercedes ou Volkswagen, mais il leur resterait au moins leur marché domestique. La réalité est bien plus brutale. BYD et les autres constructeurs chinois ne se contentent pas de régner à Pékin ou à Shanghai. Ils plantent leurs drapeaux sur tous les continents, simultanément. Et personne ne semble en mesure de les arrêter. L'Asie du Sud-Est, d'abord. Le choc y a été le plus violent. En Thaïlande, un pays que l'on surnommait le détroit de l'Asie, quand Toyota, Honda et Mitsubishi y régnaient depuis 40 ans, BYD a raflé 40% du marché électrique en 18 mois. Mitsubishi a fermé son usine locale. Mazda a réduit sa production de 60%. Ce qui était une domination japonaise, établie depuis 40 ans, a basculé en quelques saisons. À Singapour, une voiture neuve sur 5 vendue l'an dernier est une BYD. En Malaisie, BYD est devenue la première marque électrique du pays en 2024. Plus près de chez nous, le tableau n'est pas plus réjouissant. Les marques chinoises représentent désormais plus de 11% des ventes de véhicules électriques en Europe, et cette part grimpe chaque trimestre. Renault vient d'enregistrer sa première perte nette en 5 ans et a prévenu que ses marges continueraient de se comprimer sous la pression chinoise. Stellantis saigne sur ses propres terres. Même Audi, longtemps considéré comme intouchable dans l'univers du haut de gamme européen, perd simultanément des parts de marché en Chine et en Europe. Friedrich Merz, le chef de l'opposition allemande, a été contraint de s'envoler pour Pékin avec une trentaine de dirigeants d'entreprise dans son avion. Pas pour signer des contrats, pour supplier Xi Jinping de desserrer l'étau sur l'industrie allemande. Il y a 20 ans, la scène aurait été impensable. Elle en dit long sur l'inversion des rapports de force. Et puis il y a le Brésil. Un marché que personne n'attendait. BYD a conquis 72% du segment des véhicules électriques brésiliens en une seule année et a ouvert une immense usine, littéralement sur les ruines d'une ancienne usine Ford, abandonnée par les Américains. Le symbole est presque trop parfait. Même scénario au Mexique, en Israël, en Norvège, l'un des marchés électriques les plus exigeants de la planète, où le BYD Tang s'est classé directement dans le top 5 des ventes dès sa commercialisation. Les États-Unis sont le seul grand marché où BYD reste officiellement bloqué, en raison de préoccupations de sécurité nationale. Mais à Washington, personne ne parle de victoire. Plutôt d'un sursis, parce que partout ailleurs, la tendance est la même. Partout où BYD débarque, la concurrence locale vacille. Parfois en quelques mois, parfois en quelques semaines. La véritable question est donc, comment? Comment une entreprise dont personne en Occident ne connaissait le nom il y a 5 ans a-t-elle pu accomplir ce qu'aucun constructeur occidental n'avait vu venir? La réponse facile, la main-d'œuvre bon marché, ne tient pas. Des dizaines d'autres marques chinoises ont eu le même avantage et n'ont jamais percé. Ce que BYD a construit, c'est autre chose. Quelque chose que Mercedes et Toyota auraient dû étudier il y a 10 ans. Et pour comprendre ce qu'ils ont bâti, il faut savoir qui l'a bâti. Il s'appelle Wang Xuanfu. En 1995, c'est un ingénieur de 29 ans. Il emprunte l'équivalent de 35 000 € à son cousin, loue un petit atelier à Shenzhen
et débute la fabrication de piles rechargeables. 7 ans plus tard, il fournit Motorola et Nokia. En 2003, BYD est devenu le plus grand fabricant de batteries au monde. Cette année-là, il prend une décision que personne ne comprend. Il prend l'argent gagné avec les piles et rachète une usine automobile d'État, en faillite, au milieu de nulle part. Ses propres actionnaires tentent de l'en empêcher. L'action BYD perd l'équivalent de 300 millions d'euros en 2 séances. La presse économique chinoise se moque ouvertement. Un fabricant de piles qui s'attaque à l'une des industries les plus capitalistiques de la planète. Wang Xuanfu n'avait même pas le permis de conduire. Sa logique, pourtant, était simple et limpide. Il était convaincu que l'avenir de la voiture ne se jouerait pas dans le moteur, mais dans la batterie. Et personne au monde ne maîtrisait les batteries mieux que lui. Tous les autres cherchaient à électrifier une voiture. Lui, il cherchait à construire une voiture autour d'un objet qu'il connaissait déjà par cœur. Il lui faudra 15 ans d'humiliation avant que le reste du monde comprenne. 15 années pendant lesquelles les journalistes se moquent de ces voitures, pendant lesquelles Elon Musk ricane à la télévision américaine en entendant le nom BYD. Durant ces 15 années, Wang prend 3 décisions qui vont tout changer. La première, c'est de ne plus jamais dépendre de personne. Tesla achète ses batteries à Panasonic. Volkswagen dépend de centaines de sous-traitants pour les puces, les moteurs, l'électronique, jusqu'aux vitres. BYD, lui, décide de tout produire en interne. Les batteries, évidemment, mais aussi les semi-conducteurs, les moteurs, l'électronique de puissance, les pare-brises, les phares, et jusqu'au logiciel qui anime le tableau de bord. Quand la pénurie mondiale de puces paralyse l'industrie automobile en 2021, BYD augmente simplement la cadence de production dans ses propres usines de semi-conducteurs et continue de livrer. Quand le lithium s'envole, ils en extraient déjà au Tibet et en Amérique du Sud. Chaque crise qui fragilise leurs concurrents les renforce. La deuxième, c'est un pari sur ce qui paraissait ennuyeux. Pendant que Tesla et toute la Silicon Valley évangélisaient le tout électrique, Wang investissait discrètement dans les hybrides rechargeables. Ces voitures qui roulent en mode électrique au quotidien et qui repassent à l'essence pour les longs trajets. À Palo Alto, ça ressemblait à un compromis. Mais dans la majeure partie de la Chine, où les bornes de recharge étaient rares en dehors des grandes métropoles, c'était la seule solution qui avait du sens pour des centaines de millions de conducteurs. Alors que la presse occidentale débattait encore de la légitimité technologique de l'hybride, BYD vendait déjà plus d'hybrides rechargeables que Tesla ne vendait de véhicules, toutes catégories confondues. Ce compromis leur a ouvert l'accès aux 500 millions de consommateurs chinois que Tesla n'a jamais pu toucher. Et une fois ce volume acquis, les économies d'échelle ont fait le reste. La troisième décision a refermé le piège. En 2020, BYD sort la Blade Battery. Une chimie différente, le lithium fer phosphate, au lieu du cocktail nickel-cobalt utilisé par tous les autres. Moins coûteuse à produire. Elle ne s'enflamme pas, même quand on enfonce un clou à l'intérieur. Et elle dure plus longtemps. Ce dernier point change tout. Cela signifie que BYD pouvait vendre ses voitures moins chères que Tesla, tout en affichant un véritable argument de sécurité. 4 ans plus tard, Tesla commence à acheter des batteries à BYD pour ses propres voitures. Lisez cette phrase une seconde fois. L'entreprise dont Musk se moquait à la télévision fournit désormais les batteries qui roulent à l'intérieur des Tesla. Alors oui, la collaboration a été courte. Mais vous comprenez l'idée, BYD n'a pas construit de meilleures voitures. Ils ont construit un système que leurs concurrents sont, structurellement, incapables de copier. Enfin, c'est ce que dit la version officielle. Celle que vous lirez dans toutes les revues de management, dans toutes les études de cas de Harvard qui célèbrent BYD comme le prochain Toyota. Integration verticale, pari ibride audace, batterie révolutionnaire. Voilà, une histoire qui semble complète. Sauf que ce n'est pas la vraie histoire. Loin de là. Depuis le premier jour, BYD joue à un jeu où personne d'autre sur le terrain n'a le droit de jouer. Entre 2015 et 2020, l'entreprise a reçu environ 4 milliards d'euros de subventions directes de la part de l'État chinois. En 2016, l'année où il débauche le designer star d'Audi, les aides publiques encaissées dépassaient le bénéfice net total déclaré par le groupe. Relisez cette phrase. Sans les chèques du gouvernement chinois, BYD ne gagnait pas d'argent cette année-là. Ils en perdaient. Et ce n'était pas la seule année dans ce cas. L'aide a pris toutes les formes imaginables. Des terrains gratuits pour construire des usines. Des prêts à taux zéro des banques publiques. Des crédits d'impôt massifs sur la recherche et le développement. Des contrats publics garantis pour les bus et les taxis dans des centaines de villes chinoises. Et surtout, des subventions directes aux acheteurs qui garantissaient que chaque BYD vendu en Chine parvenait aux clients avec une ristourne d'État déjà déduite. Au pic,
Les analystes estiment que BYD empochait entre 2 000 et 4 000 euros d'argent public par véhicule sortant de ces chaînes. Arrêtez-vous une seconde et pensez à ce que cela signifie pour un constructeur comme Volkswagen ou Toyota. Quand ils calculent le prix d'une voiture, ils se battent contre un concurrent dont la marge ne fonctionne pas de la même manière que la leur. BYD peut vendre à perte pendant des années tout en affichant des bénéfices, parce que l'État chinois comble silencieusement la différence. Ce n'est pas un marché équitable. C'est même l'exact contraire. Voilà pourquoi Mercedes ne peut pas simplement faire de meilleures voitures. Voilà pourquoi Stellantis ne peut pas simplement tailler davantage dans ses coûts. Le problème n'est pas seulement que BYD est plus rapide, plus astucieux ou plus innovant, même s'ils le sont aussi. Le problème, c'est que BYD fait partie d'une stratégie industrielle nationale. Made in China 2025. Le plan que Xi Jinping a dévoilé il y a 10 ans désignait ouvertement l'automobile parmi les 10 secteurs que la Chine entendait dominer mondialement. BYD est l'instrument. La Chine est le maître du jeu. Le plus cynique, c'est que le temps que les gouvernements occidentaux se réveillent et commencent à parler de droits de douane et d'enquête, Pékin était déjà en train de réduire les subventions les plus agressives. Non pas sous la contrainte, parce que le travail était fait. La machine était construite. La chaîne logistique mondiale était verrouillée. La concurrence était déjà à genoux. Les aides ont rempli leur office, puis se sont discrètement effacées, laissant les politiciens occidentaux courir après un problème qui avait déjà changé de nature. Sauf que pour BYD, les fissures commencent à apparaître. La première s'est ouverte début 2025, quand un petit cabinet de recherche indépendant basé à Hong Kong, GMT Research, a publié un rapport qui a fait l'effet d'une bombe dans la presse financière. Selon leur analyse, la dette réelle de BYD ne correspond en rien aux 42 milliards de yuan officiellement déclarés par l'entreprise. Elle serait plus proche de 323 milliards. Presque 8 fois plus élevée. Les pièces manquantes résidant dans ce que les comptables appellent poliment le financement de la chaîne d'approvisionnement. C'est une autre manière de dire que BYD paie ses fournisseurs en moyenne 275 jours après la livraison. 9 mois. Dans une industrie où la norme est de 50 à 60 jours. Techniquement, ces factures impayées sont une dette. Sauf qu'elles n'apparaissent pas au bilan. BYD utilise ses propres sous-traitants comme une banque qui ne se paie pas. Et l'ampleur du phénomène commence à rivaliser avec ce qu'Evergrande faisait dans l'immobilier, juste avant que tout ne s'effondre. Il existe une autre pratique dont personne ne parle ouvertement en Chine, mais que tout le monde dans l'industrie connaît. On l'appelle les voitures d'occasion à 0 km. Le mécanisme est simple et glaçant. À la fin de chaque mois, quand les objectifs commerciaux doivent être atteints, les concessionnaires BYD immatriculent des milliers de voitures neuves au nom de sociétés écrans sous leur contrôle. Puis ils les remettent immédiatement sur le marché de l'occasion, étiquetées d'occasion 0 km. Sur le papier, ces voitures comptent comme des ventes neuves. En réalité, aucun vrai client ne les a jamais achetées. Elles finissent garées sur d'immenses terrains vagues à travers la Chine, parfois pendant des mois. Des images prises en 2024 montrent des rangées entières de BYD abandonnées dans des champs, rouillant lentement à l'abandon sous la pluie. Un vendeur de canton a confirmé, sous couvert d'anonymat, qu'il lui était demandé chaque fin de mois d'immatriculer 2 cents à 300 voitures au nom de sociétés partenaires, uniquement pour atteindre les chiffres. Ce qui soulève une question particulièrement troublante. Quand BYD annonce avoir vendu 4,25 millions de véhicules l'année dernière, combien ont été effectivement achetés par de vrais humains? Les problèmes de qualité, eux, s'accumulent parallèlement. En septembre 2024, BYD a dû rappeler près de 97 000 véhicules à cause d'un défaut de la colonne de direction qui pouvait provoquer des courts-circuits et des incendies spontanés. Le plus gros rappel de leur histoire à l'époque. Enfin, le plus gros, jusqu'en octobre 2025, où ils ont été contraints d'en rappeler 115 000 de plus pour un autre défaut. Sur les réseaux sociaux chinois, les plaintes concernant le SUV Silion, la radio qui cesse de fonctionner après 3 mois, le GPS qui indique des itinéraires fantaisistes, les essuie-glaces qui se bloquent en cas de forte pluie, ont dépassé les 5000 signalements officiels en une seule semaine. Au Brésil, BYD est poursuivi par le ministère du Travail pour des conditions décrites dans les documents judiciaires comme assimilables à de l'esclavage, sur le chantier de construction de son usine à Bahia. 163 ouvriers chinois. Passaports confisques. Des journées de 14 heures, 100 jours de repos. L'affaire est remontée jusqu'au président Lula. Et les chiffres, eux aussi, commencent à vaciller. Le bénéfice net en 2025 a reculé de 19%. Les ventes mondiales sur les premiers mois de 2026 ont chuté de 41% par rapport à l'année précédente. Geely, le rival chinois, commence à grignoter sérieusement les parts de marché de BYD sur ses propres terres. Et le gouvernement chinois lui-même a publié un avertissement public
fin de l'année dernière, pour avertir ses propres constructeurs que la guerre des prix à laquelle ils se livraient n'était plus soutenable. Quand Pékin dit à ses propres champions de se calmer, vous savez que quelque chose cloche. Rien de tout cela ne signifie que BYD va s'effondrer demain matin. Le groupe reste massif. Reste, sur le papier, rentable. Reste le numéro 1 mondial du véhicule électrique. Mais les fissures sont bien réelles, et ceux qui les pointent ne vont pas disparaître. Certains prononcent même, à voix haute, le mot Evergrande. Qu'ils aient raison ou tort, le simple fait que ce mot circule vous dit à quel point le miracle pourrait être plus fragile qu'il n'y paraît. Peu importe, au fond, ce que vous pensez de tout cela. Parce que Pékin est déjà en train de dérouler exactement le même scénario dans une demi-douzaine d'autres industries. Et vous n'avez même pas besoin de deviner lesquelles. Pékin les a publiés. Il s'appelle le 15e plan quinquennal, et il nomme précisément tous les secteurs que la Chine entend dominer à l'échelle mondiale. Lisez-le une fois, et vous ne regarderez plus jamais les gros titres économiques de la même manière. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça n'est pas de vous effrayer. C'est que si vous construisez une entreprise en 2026 en pensant que le monde fonctionne encore comme en 2005, vous risquez de subir de plein fouet un choc que vous n'aurez pas anticipé. Les règles ont changé. Les meilleurs joueurs du moment ne sont plus à Détroit, ni à Stuttgart, ni à Tokyo. Ils sont à Shenzhen, à Hangzhou et dans une douzaine d'autres villes qu'un occidental moyen serait incapable de placer sur une carte. Que BYD s'effondre l'année prochaine sous le poids de sa dette cachée ou qu'il devienne le Toyota du XXI siècle, cela n'a presque plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire plus vaste qui se joue derrière. Et elle ne s'arrêtera pas à l'automobile. Si vous avez vu ce même basculement se produire dans votre propre secteur, l'électronique, les panneaux solaires, les drones, l'acier, la pharmacie, peu importe, racontez-le-moi en commentaire. Je les lis tous. Et si c'est ce genre d'analyse que vous voulez voir davantage, abonnez-vous. Parce qu'on ne vous racontera pas cette histoire depuis un bureau à Paris ou à New York. On vous la raconte depuis l'intérieur. Depuis l'endroit où elle est en train de s'écrire. À très vite.